Ouais, tu savais pas que tu allais te lancer dans les vêtements en grossesse et Non, après et ça, grossesse, c'est exactement, ça. c'est arrivé pendant ma grossesse. Créer une marque, ça prend du temps, ça va prendre entre 3 et 5 ans, il faut pas se leurrer. Puis tu crées ta marque, c'est génial, mais t'as aussi ton bébé, t'as envie de profiter de chaque instant avec lui. Et le Mauna Loa, c'est le plus grand volcan du monde. En fait, il est rentré en éruption après 40 ans d'inactivité la semaine où j'ai lancé Mauna Loa. Mais non. Ouais, je te jure. Devenir parent et entrepreneur à la fois. Et oui, aussi dingue que cela puisse paraître, certains parents décident en donnant naissance à leur premier enfant de donner naissance à un autre bébé, une entreprise. Car c'est parfois dans le manque de sommeil, les nombreux biberons ou les couches à répétition que l'on peut trouver de l'inspiration. Je suis Estelle Ducommun, entrepreneuse à multiples casquettes et maman follement amoureuse de son petit bébé. Et dans ce podcast, Biz and Bibs, je vais creuser avec vous les histoires de ces parents inspirés. Découvrez leur parcours, leurs déclics et leurs histoires d'entrepreneuriat et de reconversion professionnelle en toute bienveillance et authenticité. L'un des plus grands challenges de la maternité, s'habiller. Et oui, bien loin d'être futile, le sujet des vêtements est un véritable casse-tête. Pendant 9 mois, notre corps change, s'arrondit et grossit, sans que l'on sache à l'avance ce qui nous ira et ce qui ne nous ira plus. Sauf que toute femme enceinte vous le dira, pendant la grossesse, on a envie d'être bien habillée mais surtout confortable. C'est en tout cas le casse-tête qu'a vécu Pauline Chanfeuil lors de sa propre grossesse en 2020. Alors qu'elle doit progressivement changer sa manière de s'habiller, cette chef de produit chez Dior s'amuse à modifier ses vêtements pour les adapter à son corps changeant. C'est en documentant les coupes qui lui vont et qui ne lui vont pas que germe l'idée de créer une marque de vêtements de grossesse que l'on pourrait reporter après. Alors même qu'elle vient de donner naissance à un petit homme, Pauline décide de donner vie à un autre bébé, Mauna Loa. Mais comment développer sa propre marque quand on n'a jamais entrepris de sa vie ? Comment se faire une place sur le marché de la maternité déjà saturé et du textile au prix qui ne cesse de flamber ? Dans cette interview, Pauline se livre sur sa passion dévorante pour la mode qui l'a menée à travailler dans les plus grandes maisons de couture. Elle nous raconte comment sa grossesse a été le déclic pour créer sa propre marque et aider d'autres femmes à s'habiller enceintes et après. Découvrez une histoire portée par la mode, une histoire d'amour entre Paris et Bordeaux et un volcan ancien nommé Mauna Loa. Bonjour Pauline, bienvenue sur Biz and Bibs. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi de venir livrer ton témoignage, raconter ton histoire. Oui. Alors dis-moi un petit peu plus, quel est ton âge, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Alors, donc je m'appelle Pauline Chanfeuil, j'ai 31 ans, j'habite à Bordeaux et je suis la fondatrice de la marque Mauna Loa, qui est une marque de vêtements qui vont aussi bien aux femmes enceintes que pas enceintes. Alors on va en parler juste après, mais c'est vrai que le concept du podcast du coup c'est de savoir un petit peu comment est-ce que des parents, des personnes qui deviennent parents changent du tout au tout leur carrière justement quand ils entrent dans la maternité ou la paternité. Qu'est-ce que tu faisais avant du coup de fonder Mauna Loa ? Alors, long parcours, donc je vais te raconter peut-être depuis le début de mon parcours pro. Donc moi j'ai un parcours marketing plutôt, donc j'ai fait une classe prépa à Bordeaux, à l'issue de laquelle j'ai passé les concours grandes écoles et j'ai intégré Neoma Business School, donc en master grande école spécialité marketing. Et en fait c'était une école dans laquelle tu sais on pouvait faire plein de stages, donc j'ai fait 4 stages de 6 mois et j'ai fait les 4 stages ouais c'était vraiment une chance. Mais c'est beaucoup j'ai fait de les 4 stages en fait t'as 2 stages de 6 mois et t'as une césure. Et au sein de la césure, j'ai fait 2 autres stages de 6 mois. Ah oui. Et c'était une chance, dès la première année, on avait un stage de 6 mois. Et en fait, c'était rare déjà à l'époque. Je crois que maintenant, ça l'est encore plus. Et donc, j'ai eu la chance de faire mes 4 stages en assistante chef de produit. Parce que moi, je savais depuis un petit moment que c'est le métier qui me plaisait. Donc, j'ai commencé comme ça, j'ai adoré. Et puis, j'ai poursuivi dans différentes maisons, différents secteurs, sur différents produits, par contre.
j'ai fait aussi bien, tu vois, Adidas que Cartier, donc rien à voir. Ouais. Et j'ai Mais fini ça reste chez... quand même prêt-à-porter. Enfin, il y a... Oui, c'était forcément c'est dans la la mode. mode. Pardon, Ouais, j'ai ouais, pas ouais. précisé. Voilà. En fait, je suis passionnée de couture, de mode depuis que je suis toute petite. D'accord. Et je savais que ça allait être la mode. Mais je savais pas encore si c'était, tu vois, plutôt du fast fashion ou du luxe, en fait. Et dans le luxe, je savais pas si c'était maison couture ou luxe, tu vois, sans que ce soit Et une est-ce maison... qu'à ce moment-là, déjà, tu avais jeune Pauline qui se lance effectivement sur le marché de l'emploi, dans ta tête, un projet de créer ta marque un jour? C'était quelque chose déjà qui t'attirait? En fait, déjà, quand t'es passionné de mode, je pense que c'est quelque chose que tu peux avoir en tête parce que forcément, c'est un peu la quintessence. Après, j'avais choisi quand même une option, le fait de me diriger vers le marketing. J'hésitais en fait, autour de mes 15 ans, j'hésitais entre partir sur du stylisme ou partir sur du marketing tourné mode. Oui, c'est vrai, ouais. Et voilà. Et en choisissant marketing, je savais quand même que ça allait être vraiment marketing de mode. Et donc, non, à ce moment-là, j'avais juste envie de me former, en fait, de me former dans les grandes maisons. Et puis, ça me passionnait. Donc, tu vois, je me disais pas à ce moment-là, OK, je vais créer ma marque. Ouais. Par contre, je fais quand même partie d'une famille où j'ai pas mal d'entrepreneurs. Mon papa, mon frère, ma sœur, elle est à son compte. Enfin, voilà, donc je savais que ça rôdait autour de moi. Ouais, t'avais un environnement propice à ça. Voilà, j'avais un environnement propice et que c'est pas du tout quelque chose qui nous fait peur, entre guillemets. Donc voilà, je savais que peut-être un jour ça allait m'arriver. Et pourquoi pas, je le vois vraiment comme une étape, comme un nouveau job un peu. Et c'est ce qui s'est passé pour Mona Loire, on en reparlera. Mais voilà, donc non, à ce moment-là, les études, tout ça, oui, je finis, je dois avoir 23 ans, tu vois. Et du coup, non, je suis juste trop excitée, en fait, de découvrir ce monde-là, ces maisons qui font rêver, ces produits qui font rêver, ce métier qui me faisait rêver, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le métier de chef de produit. T'as vraiment aimé tes années salariées, finalement, en tant que... Moi, j'ai adoré mes années salariées. Ça a pas... Tu vois, il y a... souvent, les reconversions, ça peut être source parce que c'est à la suite d'un mal-être, tu vois, professionnel ou quoi. Moi, mon métier, j'aimais vraiment ce que je faisais, j'aimais la maison, le produit. Parce qu'en fait, à la fin, donc, j'ai été diplômée. À la fin de mon mémoire, j'ai commencé chez Balenciaga, donc en accessoires, chaussures, maroquinerie. Et après, je suis très vite revenue chez Dior, en fait. Aux chaussures d'abord et après aux bijoux. Et j'ai passé 4 années, du coup, sur les accessoires. Et voilà. Et donc là, quand j'ai fini mon travail chez Dior, j'étais à ce niveau-là, en fait. J'étais aux accessoires et j'aimais trop ce que je faisais. Mais il s'est trouvé un moment où ma vie perso en parallèle et ma vie pro parce que du coup, tu étais à Paris pour travailler à Dior. Exactement. En fait, j'étais à Paris. À Bordeaux. En fait, alors j'ai signé chez Dior. C'est le même mois où je me suis mis avec Alex, donc mon amoureux. Alex, à ce moment-là, était en voyage, en fait. Mais lui, il était basé à Bordeaux. Il revenait à Bordeaux à la suite. Moi, je suis de Bordeaux à la base, donc j'ai tous mes amis, ma famille et tout. Ouais. Donc, voilà. Juste, on s'était dit, OK, on se met ensemble. Donc, si un jour, il y en a un qui doit quitter sa ville, quoi, en gros, on sait qu'on peut le faire l'un pour l'autre. Mais on savait quand même que ça allait plutôt être moi parce que on est hyper attachés à Bordeaux et qu'on est trop bien, quoi. On a tout le monde ici. Mais ça te faisait pas peur déjà parce que c'est vrai que quand tu travailles dans le milieu du luxe, tu sais que la plupart des grandes maisons, des jobs, c'est à Paris. Je savais très bien que ça allait être qu'à Paris, en fait. Je savais. Après, quand je me suis mise avec Alex, ça a été un peu un coup du destin, si tu veux. En gros, Alex, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'était mon meilleur ami. Ah ouais Oui. C'est drôle, ça. En fait, on se connaît depuis 2007. On était ensemble en seconde. Et avec tous nos amis qui sont encore nos amis d'aujourd'hui. Et en fait, Alex, il est parti en 2017, du coup, faire un voyage, une aventure plutôt. En fait, il a fait le PCT, donc c'est la traversée à pied des États-Unis, donc de la frontière du Mexique à la frontière du Canada. Donc ça a duré 4 mois et en autosuffisance, etc. Donc en fait, c'était un voyage qui me faisait peur, si tu veux, concrètement. Oui. J'avais mon meilleur ami qui partait, tu vois, il pouvait pas me donner de nouvelles. J'avais un FaceTime tous les 10 jours. Et en fait, là, je me suis clairement rendu compte qu'il y avait un manque dans ma vie. J'ai compris que en fait c'était plus que de l'amitié. Mon ami, c'était plus qu'un ami au fur et à mesure en fait de son voyage.
Et on s'appelait, voilà, il y a quelque chose qui s'est transformé, si tu veux. Et donc, moi, j'ai signé au mois d'octobre chez Dior. Et en fait, au mois d'octobre, je l'ai rejoint à Hawaï. Donc, à la fin de son périple, il est allé à Hawaï. Et moi, pour mes 25 ans, mes amis m'ont offert un billet d'avion pour le rejoindre à Hawaï. Donc, ils avaient quand même un peu compris. Ils ont un peu poussé le... Ils ont un peu poussé le truc, voilà. Et ils ont provoqué le truc. Et donc, je l'ai rejoint à Hawaï en octobre 2017. Et là, on s'est mis ensemble en se disant vraiment... En fait, notre amitié, elle est tellement forte. Si on doit la bouger en histoire d'amour, déjà, c'est qu'on est sûr de nous. C'est que c'est pour faire un sacré bout de chemin ensemble. Et c'est surtout que, on sait que là, aujourd'hui, nos parcours, ils vont pas dans le même sens. Genre, toi, tu vas à Paris, dans le luxe. Tu sais que, puis j'étais assez carriériste, hein, tu vois. Enfin, pour moi, c'était tracé, quoi. J'allais finir à Paris et tout. Et Alex, pas du tout Paris, quoi. C'est Bordeaux. Alex, c'est plutôt un manuel. Enfin, vraiment, on n'est pas du tout pareil sur ce côté-là. Mais on s'est dit, ok, enfin là en fait, notre histoire c'est plus fort que tout. Donc s'il faut que moi je quitte Paris, je le ferai et il n'y a pas de sujet. T'as quitté Paris au bout de combien de temps du coup de relation? T'as quitté Paris au bout de combien de temps? Du coup j'ai quitté Paris quand j'étais enceinte, donc 4 ans après. Ouais. Ah ouais, donc en fait au milieu il y a eu un confinement quand même. Oui. Et toi t'étais confinée au à début, Bordeaux ou à Paris? Oui, exactement. En fait au début c'était que des allers-retours le week-end. Après, il y a eu le confinement. Le confinement, je l'ai fait à Bordeaux. D'accord. J'ai beaucoup bossé, mais bon, à distance. Donc là, on a quand même vécu ensemble pendant 3 mois et c'était trop bien. Et à la suite de ça, moi, j'ai eu un peu de télétravail en fait régulier avec Dior. J'avais une boss qui était hyper compréhensive avec moi et voilà, qui m'a permis vraiment de partir en fait à Paris du mardi au jeudi soir hors période de Fashion Week, etc. Parce que là c'est autre chose, mais tu vois sur la période plus tranquille. Et du coup moi j'avais mon studio à Paris et on avait la maison à Bordeaux, donc je faisais vraiment le week-end plus lundi, vendredi à Bordeaux. C'est sport, dis donc. C'était sport, mais ça me permettait en fait de poursuivre mon rêve pro quand même. Et puis d'avoir ma vie perso ici, de construire quelque chose avec Alex. Et puis d'avancer professionnellement parce qu'en fait moi j'étais dans l'équipe accessoires. C'est une équipe c'est quand même une petite équipe mine de rien sur une catégorie produit qui est florissante et donc t'as beaucoup de responsabilités et c'était super en fait comme taf, tu vois. Enfin j'ai tellement appris et donc en fait je prenais tout ce que j'avais à apprendre parce que mine de rien, je savais que au moment où on avait envie de faire un bébé, typiquement, je savais que j'allais rentrer à Bordeaux. Ouais, ça, je le savais. Et alors, tu tombes enceinte t'as pris comment la nouvelle Je tombe enceinte, figure-toi, fin novembre 2020. Et en fait, je suis en plein showroom à Paris. Donc showroom, tu sais, c'est quand t'es en fait pendant la Fashion Week dans la mode, t'as des périodes de showroom où t'es vraiment pendant plusieurs semaines à bosser à fond et du coup tu présentes tes produits concrètement. Et donc là pendant ces 2-3 semaines là j'étais à Paris quoi, donc là pour le coup je rentrais pas à Bordeaux et en fait je passe une prise de sang, donc j'ai le résultat. Parce que t'avais l'intuition déjà d'être enceinte, c'est ça? J'avais l'intuition, j'avais des symptômes en fait. J'avais la poitrine qui gonflait, enfin tu vois, des trucs qui m'arrivent pas normalement. Le fameux symptôme. Je me suis dit, mais j'y croyais pas parce qu'en fait, c'est arrivé très rapidement, honnêtement. Et moi, en fait, quand on s'est lancé aussi dans le projet, moi, j'avais en tête que ça pouvait mettre du temps. Et de me dire, moi, je préfère me lancer maintenant parce qu'on sait jamais, en fait, si ça met plus de temps, etc. Et en fait, ça arrivait vite et du coup, j'ai fait la prise de sang et j'ai ouvert le résultat de ma prise de sang. J'étais en pleine visio avec, en réunion, quoi, avec Dior. Comment et là, je suis vite partie aux toilettes. Enfin, j'étais toute seule. J'étais avec une collègue quand même qui était ma meilleure amie chez Dior. J'étais avec une collègue. Elle m'a vue partir aux toilettes en courant. Elle m'a rejoint et genre là, on est tombés dans les bras l'une de l'autre en pleurs, quoi, pleurs de joie. Enfin, c'était trop bien. Trop chouette. Et le soir, je rentrais à Bordeaux. Voilà, c'était la fin. Ok, donc t'as pu quand même lui dire de vive voix. Ouais, j'ai pu le dire à Alex direct. J'ai pas su mettre les formes ou quoi, tu vois, genre. Et alors, c'était trop tu tombes d'émotions. enceinte, tu es salariée. Est-ce que dès que tu entames ta grossesse, tu te dis là, c'est temps pour moi de rentrer à Bordeaux ça cogite quand même déjà dans ce sens. Oui, alors en toute honnêteté, quand on a lancé le projet bébé,
je savais que si on construisait une famille et que j'élevais un enfant, c'était pas dans ce contexte-là. Parce que je savais que je voulais pas être dans des trains tout le temps, que je pouvais pas en fait avoir je pouvais juste pas avoir ce mode de vie-là. Il y en a qui le font, bien sûr, hein, mais moi, j'avais pas envie, en fait, j'avais envie d'être quand même hyper présente pour lui, et puis d'avoir ma vie de famille et de couple ici, tu vois, oui, bien sûr. 100%. Donc oui, dans ma tête, c'était quand même acté. En plus, j'avais évolué avec Dior et tout, et je savais que comment dire, ma prochaine évolution professionnelle, elle allait prendre plusieurs années pour le coup. J'avais passé un échelon, si tu veux, et je savais que ça allait prendre, je sais pas, 3-4 ans. Et du coup, en fait, j'étais heureuse, quoi. J'étais heureuse de là où j'étais arrivée. J'avais vu déjà plein de choses, plein de produits. Et donc, pour moi, j'étais hyper à l'aise avec ça. Et j'en ai parlé, en fait, très vite à ma boss. Hein. J'ai très mise vite dans je l'ai mise, dans la confidence. En lui disant, voilà, je suis enceinte, et puis moi, je pense que je vais pas revenir à l'issue de mon congé maternité, quoi, en fait. Ok, donc tu as eu ton congé mat avec eux, mais tu es partie après, oui. Vous avez exactement, négocié... je suis pas revenue, en fait, à la suite. Je suis juste pas revenue, et puis voilà, on s'est entendu, enfin, c'était des discussions, si tu veux, c'était très clair, et voilà, on a vraiment fait ça de manière... Et alors, pendant fluide. ton congé mat, est-ce que tu penses déjà à l'après ou pas encore Ah oui, bien sûr, parce que, en fait, quand t'as un métier qui te passionne, tu vois, c'est un métier, c'était une vocation, je te dis, pour moi, depuis mes 15 ans, le métier chef de produit, je l'avais découvert à 15 ans, et je me disais vraiment, Tu l'avais découvert comment, d'ailleurs? Parce que c'est très précis, quand même. C'était à force de recherche, non, mais parce que comme depuis que j'ai 6-7 ans, je me dis que je veux travailler dans la mode. D'accord. Après, tu vois, au collège, il fallait choisir la deuxième langue. Je m'étais dit, je choisis italien parce que je sais que je veux travailler dans la mode. Et que l'italien, ça va plus me servir. Non, mais et d'ailleurs, ça vient d'où cette passion pour la mode? C'est des dessins animés que tu as vu petite ou c'est des... En fait, je pense que c'est un peu une synergie de choses. J'ai ma maman qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de couture. Mon papy qui avait une filature. Donc, on baignait quand même dans ce milieu-là. Elle te faisait des vêtements, ta mère? Oui, elle me faisait des vêtements. Ça a toujours été son rêve d'être styliste, tu vois, ma maman. Donc, on a toujours fait ça ensemble. En plus, des trois, je pense que... Parce que j'ai un grand frère et une grande sœur. Des trois, j'étais celle qui était le plus à fond avec ma mère sur la couture. Ouais. Et je regardais des reportages sur Yves Saint Laurent. Et ma mère, elle me disait tout le temps, quand t'étais petite, tu t'endormais à force de regarder le reportage sur Yves Saint Laurent. Ah oui, je donc sais c'est pas vraiment t'expliquer, c'était un peu inné. Enfin, ouais. C'est plus que, tu vois, c'est pas genre j'aime m'habiller donc j'aime la mode. C'était vraiment tout ce qui est la maison de mode, la maison de couture, le stylisme. Et en fait, après, j'ai découvert le marketing et tout tout le marketing autour du produit. Ça a fait sens parce que j'avais aussi un côté, mine de rien, scolaire. Et j'adorais tout ce qui était maths, analyse, économie. Et en fait, justement, tu vois, à mes 15 ans, quand j'ai dû choisir un peu quel chemin, j'ai fait mon stage de 3e avec une styliste. Et en fait, j'ai eu hyper peur du syndrome de la page blanche. Et je me suis dit, si je deviens styliste et que... Je sais pas pourquoi, tu vois, à 15 ans, je sais pas, je me suis dit ça. Et puis, du coup, j'ai fait des recherches. Et j'ai trouvé, du coup, le métier de chef de produit. Et en fait, c'était parfait parce que c'était l'alliance de tout ce que j'aimais. Ouais. Et en même temps, c'est pas toi le créatif, tu travailles avec les créatifs. Et juste ça je l'apprendrai après, hein, mais un bon chef de produit, c'est un chef de produit qui justement est hyper analytique, mais qui comprend la sensibilité aussi des créatifs. Et voilà. Et donc j'ai trouvé ça à 15 ans. Et après, en fait, j'ai juste avancé les pions, si tu veux. Je savais du coup que, ok, j'allais faire du marketing, donc j'allais aller en école. Donc le chemin à suivre, c'était grande école. Ok, donc c'est prépa. Donc tac, j'avançais. Ouais. Mon entretien de personnalité, quand tu rentres en école de commerce, c'est un entretien où tu présentes un peu ton projet, si t'en as déjà un. Enfin voilà, pourquoi t'es là, quoi. C'était exactement ça, mon projet. C'était, ok, donc moi, je veux être chef de produit. Je vous dis ça parce que depuis 3 ans, je fais ça. Enfin, tu vois, j'avais un peu tout calé dans ma tête. Ultra clair. Et alors, clair dans ma tête. Finalement, l'italien, tu l'as utilisé dans ta carrière? Et oui, je l'ai utilisé parce qu'en fait, chez Dior, la direction artistique était italienne. Et donc, les designers parlaient italien. Et alors, bon, tu tombes enceinte, tu sais déjà que tu vas quitter Dior. Est-ce que, par exemple, tu t'es dit, ok, j'adore ce métier, mais peut-être que je ferai à mon compte. Est-ce que c'est possible déjà d'être chef de produit freelance? Est-ce que c'était quelque chose que tu souhaitais faire ou pas? Tu souhaitais changer déjà de carrière? Alors, c'est une bonne question. Je ne l'ai jamais envisagé comme ça, en effet. J'ai jamais envisagé d'être freelance chef de produit. Je pense que oui, ça se fait. En fait, donc moi, ce que je me suis dit,
c'est que je suis partie du postulat que du coup, bah, j'aimais mon métier. Je le faisais dans une des plus belles maisons qui soit. Enfin, voilà. Métier au top, quoi. Donc là, ok, tu quittes ça quand même pour aller à Bordeaux. Il va falloir que tu trouves quelque chose qui t'accroche vraiment parce que sinon, tu vas le regretter, quoi, professionnellement. Et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de me réveiller à 40 ans et de me dire, qu'est-ce que... T'avais peur de t'ennuyer, quoi. Oui, puis je sais que pour moi, le travail, c'est important. Je sais que je l'ai toujours mêlé à la passion et que c'est pas juste un poste alimentaire, tu vois. J'ai quand même Voilà, moi, je fonctionne pas trop comme ça. Donc, je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me botte. Et donc, il y avait 2 options qui s'ouvraient à moi. Soit je faisais ce métier-là dans une boîte à Bordeaux. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu quand même. Enfin, il y en a des boîtes dans la mode, mais... Déjà, les gens sont tellement bien, je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de turnover. Il y a pas beaucoup, tu vois, de nouveaux postes dispo et tout. Et soit je me suis dit, mais en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, ce qui m'apporterait, tu vois, autant de... Pas de fierté, mais de... comment dire, de... Ouais, de passion au quotidien, vraiment d'être animée par mon métier, je crois que c'est de créer ma marque. Ouais. Et en plus, en quand tu étais enceinte, c'est là Exactement. où... Exactement. En fait, toutes les planètes se sont alignées. Enfin, cette réflexion que je t'explique là, c'est une réflexion que j'ai entamée au tout début de ma grossesse. Ouais. Parce que du coup, je savais que j'allais faire un switch au niveau de ma carrière. Donc ça, c'était de me dire, je crois que je vais créer ma marque. Mais tu savais pas encore quoi. En fait, ça germait, si tu veux. Tu vois, le concept de se dire, en tout cas, d'être ouverte à ça. Voilà, j'étais ouverte à la création de marque. Oui, mais et puis, en fait, comme pour tu la l'as marque, tu savais pas que tu allais te lancer dans les vêtements en grossesse et non, après et ça, grossesse. c'est exactement, c'est arrivé pendant ma grossesse. C'est vraiment partie de mon propre postulat, là, pour le coup. Je peux pas dire autre chose, c'est que vraiment, comme quand... Mais pour discuter maintenant avec tellement de femmes enceintes, je pense que franchement, on est toutes d'accord pour le dire. C'est que, le premier trimestre, t'es à 3 mois, t'arrives encore à rentrer dans tes vêtements, tu commences à vouloir acheter entre 4 et 6 mois. Et déjà, moi, c'était exactement ça. Je me disais, non, mais déjà, j'ai pas envie d'acheter 1 milliard de vêtements que je ne pourrais pas remettre. Oui. Ensuite, j'ai pas envie d'acheter des vêtements... Si on peut les remettre, c'est que du coup, ils sont à un prix un peu trop cher pour moi. J'ai pas envie de mettre ce prix-là, tu vois, pour des vêtements. Oui, c'est cher, les vêtements de grossesse. Hein. Oui, c'est cher. Enfin, ça peut être cher, hein. Il y en a qui sont moins chers, mais il y en a qui sont moins chers, mais du coup, c'est pas forcément fait de la bonne façon. Voilà, donc j'avais pas non plus envie... Franchement, j'avais plus envie de consommer sur ASOS, tu vois, H&M ou quoi. Oui, puis toi, tu travaillais à Dior avant, t'avais quand même certaines exigences, on va dire, aussi, mais... dans la mode. Oui, mais bon, après, tu sais, tu travailles chez Dior, mais t'es pas... Tu t'achètes pas les produits Dior non plus. Sûr, mais... Non, tu connais les matières, bien sûr, tu connais tout ça. Après, j'étais sur l'accessoire, j'étais pas sur le vêtement, mais non, pour le coup, t'as une consommation quand même comme les filles de ton âge, en vrai. Mais voilà, donc je suis vraiment partie de ce postulat-là. Et puis, en fait, naturellement, moi, j'ai vraiment cherché dans mon dressing ce que j'avais, les vêtements que j'avais et ce que je pouvais continuer à mettre. Et en fait, j'ai fonctionné presque que comme ça. Et du coup, j'ai fonctionné, tu vois, avec des robes, des leggings que j'avais. Après, est-ce que tu as cousu des vêtements aussi? Parce que finalement, avec ta maman... j'ai bricolé des vêtements. Ouais. On va dire, voilà. C'est-à-dire que je suis partie de vêtements existants où on a bricolé et pour trouver des systèmes un peu... Parce que tu vois, j'avais des systèmes en tête. Après coup, du coup, j'ai sorti un t-shirt 2 en 1, que j'appelle 2 en 1, parce que en gros, il a une fente dans le dos. Donc, que tu peux le porter en mode long quand t'es enceinte, il moule ton ventre. Et cette fente-là, quand tu l'as dans le dos, tu peux la nouer dans le dos. Donc quand t'es plus enceinte, et ça te fait plus un crop top, si tu veux. Enfin, un t-shirt plus court. Ça, typiquement, on l'a bricolé avec ma maman. On a coupé le dos, nana. Je dis, non, ça va pas comme ça me plaît pas. On a fait 2 fentes sur le côté, mais ça allait pas parce que du coup, t'avais 2 nœuds. Donc, j'en voulais pas 2. Bref, voilà. Après, j'ai pas cousu en tant que telle, j'ai fait beaucoup de couture en école parce qu'on était dans une asso de mode et tout, j'en ai fait beaucoup et en fait après je me suis calmée sur ça honnêtement parce que j'avais plus le temps et du coup j'ai pas vraiment repris. Ma maman elle a toujours continué mais moi je me suis plus calmée donc c'est plus j'ai l'idée, je lui demande de bricoler et puis elle me fait la couture. Mais non voilà j'ai bricolé comme ça et pour te dire j'avais déjà l'idée parce qu'en fait j'ai pris des photos pendant ma grossesse de tous les vêtements qui m'allaient enceinte et pas enceinte, c'est-à-dire c'était des vêtements que j'avais pas enceinte parce que tu avais déjà en tête de dire ok ça peut être des prototypes
intéressants ou des formes. Ou pas, des mais en coupes. tout cas, voilà, exactement. Je voulais voir le type de vêtements qui pouvaient aller ou pas. Et je me suis aussi prise en photo avec des vêtements qui n'allaient pas du tout. Oui. Par exemple, des robes où tu vois la ceinture, normalement, elle arrivait à la Ouais. taille. Et là, elle se retrouvait Ça a genre... été mon cauchemar pendant la grossesse aussi, Voilà. parce que toutes les robes, finalement, elles sont... Enfin, en fait, c'est là que tu te rends compte que tous les vêtements sont presque tous taillés avec une ceinture à la taille. Enfin, ça marque la taille, sauf que quand t'es enceinte, ta taille disparaît complètement. Ouais. Et c'est un vrai challenge. Moi, tous mes jeans étaient taille haute. Donc, c'était pareil. Bah, taille haute, c'est... Bah, voilà, dès le 4e mois, je je pouvais plus les porter. Ouais, c'était Exactement. galère. Pareil que toi. Ça, typiquement, enfin, moi, j'adore aussi les jeans taille haute. Ben, j'ai pas pu les mettre, je les ai mis de côté et j'étais bien contente de les retrouver après. Pour les pantalons, moi, j'ai eu la chance, du coup, d'avoir une grossesse plutôt d'été. Donc, les pantalons, moi, c'était jusqu'au 5e, 6e mois. Et en fait, je me suis débrouillée. J'avais des slims assez taille basse, assez élastiques, que j'avais avant, hein. J'avais des pantalons avec des bandes élastiques. Enfin, tu vois, tout ça, c'était des pantalons que j'avais avant qui m'allaient enceinte. Et je me suis dit, mais quand même, t'as pas un look extravagant, donc ça veut bien dire que tu dois pas être la seule dans ce cas-là. Ouais. Vraiment, je me suis dit ça. T'avais des copines enceintes autour de toi avec qui Non, t'as j'étais pu la changer première de mes copines. Ouais, j'avais 28 ans, j'étais la première de mes copines. Et donc pas du tout. Par contre, j'ai une grande sœur, j'ai une grande belle-sœur. Et les deux, en fait, on était enceintes toutes les trois presque en même temps. Ah ouais. Et ouais, trois petits garçons sont nés à 8 mois d'intervalle. Ouais, 2021 et début 22. Et donc voilà, et donc on a pu échanger en effet sur ça et je leur disais le concept, j'étais là, mais en fait, ouais, je veux juste... Et tu vois, le fait d'être aussi première de mon groupe de copines, ça c'est aussi un élément que je retrouvais pas ailleurs en fait, parce que j'avais cette volonté de me dire, c'est quand même dingue que je puisse pas m'habiller comme mes copines. Ouais. Je me disais ça, alors que je suis enceinte. Frustration. Voilà. Bah, bien sûr, t'as un changement de corps, tu vois, ça je l'ai accepté. Mais j'étais là, mais en fait, tu vois, des fois j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je fasse un compromis sur mon style. Oui, tu peux pas Tu peux pas partager, en plus, tu peux... ta Voilà, frustration parce exactement. qu'elles ne comprennent pas. Ouais, puis oui, voilà, elles sont pas dans ce délire-là encore, tu vois. Et puis je me disais, ouais, mais en fait, j'ai juste envie de m'habiller comme d'habitude, comme je m'habille d'habitude, et m'habiller comme mes potes, en fait. Vraiment, je suis partie de ce postulat. Et c'est pour ça que Mona Loa, ça a ce concept hyper convivial, amical, en fait. Parce que je trouve que dans les vêtements de maternité, dans la maternité globalement, on l'aborde beaucoup, tu sais, sur le couple ou sur ta relation, toi, avec ton bébé, mais on l'aborde jamais, en fait, ou presque avec tes copines, tu vois, le groupe de potes et tout. C'est super voilà, important. Sororité. Et je trouvais ça... En fait, c'est une notion qui me tenait vachement à cœur. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer directement dans Mona Loa. Et on voit dans les shootings et tout le temps, enfin, très souvent, on est soit en binôme, soit en trinôme, tu vois, en groupe. Voilà, et cette notion de partager ça entre copines, et en fait, ça s'annonce tellement vrai parce que... Ça a l'air tellement vrai, parce qu'en fait, mes copines, maintenant, entre-temps, il y en a une qui ont été enceintes, et voilà. Elles se sont toutes... Pauline, il y a une petite cadence, quoi. T'as des conseils? Oui, voilà, et puis maintenant, elle s'habille en Mona Loa, donc ça, c'est cool. Meilleures ambassadrices. C'est un petit truc qui fait plaisir. Enceinte ou pas, d'ailleurs, hein, mes copines pas enceintes aussi, du coup, c'est le on principe. en parle. Et alors, tu commences Mona Loa finalement avec des vêtements que tu as dans ton dressing à toi. Tu fais une collecte photographique des coupes, des formes qui vont pas. Par quoi est-ce que tu continues? Est-ce que Mona Loa, le nom, il a germé rapidement ou il t'est venu rapidement? Alors, en fait, déjà, donc ça, c'était la fin de ma grossesse. Tom est né au mois d'août. Je l'ai avec moi les 4 premiers mois. Donc là, non, tu vois, je fais des recherches un peu à droite, à gauche, sur Pinterest. Voilà, je me fais un peu mes boards, quoi. Je regarde un peu, ok, ça commence à germer, en fait. Le concept commence à germer. L'univers de marque aussi que je veux. Et après, Tom, il rentre à la crèche. Et là, j'ai pu me mettre à fond. Donc, j'ai passé 1 mois à faire vraiment que des recherches sur la marque que je voulais créer. Donc, ton univers, les couleurs, ce que tu veux dégager, tu vois, tout ça. Et le nom de marque avec, du coup. Après, le nom de marque, dans le milieu de la mode, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence et que du coup, voilà, il faut un nom qui puisse être libre et compagnie. Mais je savais très vite, en fait, le concept de marque solaire
et de marques Et inspirées inspiré. d'Hawaï. Ouais. Voilà, ça s'est très vite dessiné dans ma tête parce que je voulais une marque qui me ressemble et qui nous ressemble et une marque tout simplement avec une histoire vraie et comme notre histoire avait démarré à Hawaï, je savais que je voulais quelque chose qui ait une connotation hawaïenne et donc j'ai cherché dans ce sens-là, j'ai écumé les dictionnaires hawaïens et j'ai Et qu'est-ce trouvé que ça Mauna signifie Loa. alors? Du coup. Alors Mauna Loa, en fait ça s'écrit, c'est un volcan hawaïen qui s'écrit Ok. Mauna, plus loin Loa. Ok. Loa. Et donc moi je l'ai réécrit pour faire Mauna Loa, tout attaché. Et donc déjà j'aimais beaucoup le son. C'est féminin, ça, tu vois, ça reste, je trouve ça reste dans la tête. C'est facile Ça à prononcer, à écrire. Voilà, c'est facile à prononcer, ça évoque direct Hawaï. Il y a Et Aloha puis ça voulait aussi dire dedans. quelque chose. Oui, aussi. Et voilà, et puis ça évoque quelque chose. Le Mauna Loa, c'est le plus grand volcan du monde. Et en fait, nous, avec Alex, on l'avait visité. Et ça a été un des derniers moments où on pouvait le faire parce que c'est un volcan qui est. Attends, pour la petite histoire, en fait, il est rentré en éruption après 40 ans d'inactivité la semaine où j'ai lancé Mauna Loa. Mais non. C'est Ouais, drôle, je te ça. jure. Oui, C'est énorme. mais c'est pas du tout fait exprès. J'ai lancé C'est un 2 signe jours du avant. destin. Ouais, 2 jours avant, le Mauna Loa est re-rentré en activité. Et à partir de ce moment-là, en fait, on n'a plus pu aller autour. Et nous, on l'avait fait, en fait, donc c'était 4 ans avant. On l'avait fait et C'est c'était dingue, fou, ça. en fait. C'était le meilleur souvenir de nos Trop drôle. vacances. Et voilà, donc ça évoquait plein de choses. Et puis j'aime bien la métaphore du volcan. Et voilà, donc Ouais. j'ai adoré. Et en fait, après, j'ai construit avec ma belle-sœur qui est graphiste. On a construit aussi l'univers de la marque L'identité visuelle. sur ce côté-là. Ouais. Pour Ouais. pour les coupes, les matières, comment est-ce que tu as fait pour chercher de ce côté-là, pour créer les vêtements? Alors, Tu t'es entourée d'une styliste, justement? oui, alors ça c'était la deuxième partie. Donc j'avais déjà des idées en tête de ce que je voulais. J'avais bricolé, comme je t'ai dit, tu vois, des trucs. Et en fait, j'ai été voir en effet une styliste qui m'a fait. Alors il y a 2 choses sur certains produits qui sont plus compliqués en développement et à mettre au point. Elle a fait ce qu'on appelle une toile de patronage. Donc elle a vraiment créé un patron de A à Z. Et sur les autres, type t-shirt, etc. Là, on a fait comme une fiche technique, si tu veux, avec des mesures. J'ai expliqué exactement ce que je voulais. Voilà. Elle m'a fait le dossier technique. C'est un dessin avec toutes les mesures. Et ça, en fait, tu es obligé de l'avoir pour démarcher après tes ateliers. Parce qu'ils te demandent, ils te demandent ce fichier technique-là pour faire les devis. Et donc j'ai fait tout ça. Et après, je suis partie... j'ai démarché beaucoup d'ateliers en ligne, au téléphone et tout. Une fois que j'avais des idées de devis, j'ai pris des rendez-vous et j'ai été du coup à Porto, parce que moi, mon atelier est dans la région de Porto, au Portugal. Oui, c'est la ville, le Portugal, il y a beaucoup de production textile. C'est une grosse, ouais, tout à fait. C'est la zone la plus connue au Portugal pour tout ce qui est textile, confection, et du coup, c'est plutôt fabrication. bien en termes de fabrication, en termes de... je veux dire, dans les conditions de fabrication. Ouais, absolument. En fait, t'as beaucoup d'ateliers qui sont reconnus, qui ont les certifications, même GOTS, etc. Et toutes les certifications du nord du Portugal, du coup, c'est vraiment une certif qui est reconnue pour tout ce qui est respect du droit du travail, etc. Et puis c'est ultra réglementé, quoi, en fait. Hein. T'es à 2 pas de la France, donc concrètement, au niveau du salariat, c'est hyper réglementé. En termes de matière aussi, puisque t'as beaucoup de filatures, etc., qui sont même dans la région. Donc en fait, très souvent, ils communiquent tous entre eux et ils achètent la matière à côté, ou le fil, et ils la tissent à côté, ou la teinturerie, tu vois, la teinturerie, elle est juste à côté de l'atelier. Donc voilà, donc ça limite en effet les importations, exportations, bien qu'il y a des matières qu'ils importent parce que tout ne peut pas être fait sur place. Oui, bien sûr. Mais il y a d'autres matières qui sont faites en Europe. Et alors, comment est-ce que tu as fait pour... parce que ça, c'est un peu la nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat, pour financer le lancement de ta marque? Autofinancement. Et Friends and Family aussi, ou... Non. Enfin, pas du tout au début. En fait, non, autofinancement, j'avais des économies, tu vois, à force de travailler, etc. Tu touchais quelque chose après ton congé mat?
Oui, j'ai eu le chômage. Le chômage, J'ai eu ouais, tout à fait. Ça, pour le coup, j'ai pu vivre grâce à ça et avec mon suivi Pôle emploi qui me suivait vraiment dans le projet entrepreneurial, etc. Mais pour tout ce qui est, parce que tu as raison, c'est un gros investissement, surtout dans le textile. Et en fait, dans le textile, tu as des minimums de production. Donc enfin, au Portugal, en tout cas, je parle que pour ma part. Oui, tu devais déjà commander un certain nombre de vêtements. Exactement. Tu commandes entre 50 et 100 pièces. Donc, c'est pas juste, tu vois, en faire 10. Voilà, donc si t'as un t-shirt, je sais pas, qui coûte 20 €, bon, bah, tu dois en faire 100, ça te coûte déjà 2 000 €, quoi. Donc, Et puis ça, t'avais plusieurs références quand même quand tu Exactement, quand tu crées une marque, bon, sauf si t'as un concept hyper innovant sur un produit, mais sinon, tu lances plusieurs produits pour avoir un peu une histoire de marque, quoi. Une gamme produit, et du coup, voilà, l'investissement de départ, il était élevé, et puis il n'y a pas que ça, en fait, hein, t'as tout à côté, il y a vachement d'investissement à faire. Bien que je suis aidée quand même par ma famille sur le service, donc tu vois, graphiste typiquement, avocat et tout, donc ça j'ai pu économiser sur cette partie-là. Mais sur le stock et tout, c'est moi qui ai tout financé. Je savais que je voulais mettre de l'argent sur la table, que j'avais pas envie d'être associée ou quoi pour l'instant, que je voulais être toute seule. Et en fait, je me suis très vite donné une limite d'investissement que je respecte toujours. T'avais pas pensé au crowdfunding, par exemple? C'était pas quelque chose qui t'attirait? Alors, si, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête, parce qu'en fait, j'ai un produit que je développe depuis le tout début de Mona Loi, que j'ai toujours pas sorti, qui prend beaucoup de temps à développer, et je sais que sur ce produit-là, je veux faire une campagne. Et c'est un secret? Bah oui, c'est un secret. Du coup, je me gardais en fait la campagne de crowdfunding, et j'ai toujours espoir de la sortir avant la fin de l'année. Donc voilà. Après, ça, c'est pas si mal, parce que le crowdfunding, il faut souvent avoir une bonne communauté déjà pour être sûr que ça fonctionne. Ouais, puis sur un produit qui est fort, tu vois, je trouvais ça percutant. Parce que je me disais, sinon j'avais peur qu'il soit perdu dans le flou de la collection, tu vois, de se dire nouvelle collection, et en fait, t'as plusieurs produits, etc. Non, enfin, là, j'ai vraiment envie de le jouer à fond. Et voilà. Et donc, je me suis dit depuis le début, si je dois faire un crowdfunding, ça sera sur ça. Et on va pas se mentir, c'est beaucoup plus compliqué sans crowdfunding de te faire connaître et tout aussi, hein, parce que ça t'apporte de la notoriété. Globalement, sur la marque Mona Loi. Mais voilà, je savais, pour l'instant, je m'y tiens à garder cette campagne pour ce produit-là. Pas de souci. Et alors, la production de la première collection de Mona Loi, elle commence quelle année? Et ensuite, tu as pu vendre... le lancement, on va dire, officiel, ça s'est passé quand? Alors, le lancement, tu vois, je me suis mise en décembre 21 sur le concept de Mona Loi. J'ai lancé le 1er décembre 2022. Ok. Donc un an. Réflexion, production et... Production, démarchage atelier, développement styliste. Tu t'étais fixé cette deadline déjà? Oui, je m'étais dit que ça allait prendre un an. Ouais, je m'étais exactement fixé ça. Et après, la production a pris un peu de retard. Très honnêtement, je pensais que ça allait prendre un peu moins de temps. Tu vois, si je pouvais lancer au mois d'octobre, j'étais très contente. En plus, j'avais que des pièces beige, donc je m'étais dit, ça va être plutôt cool pour, tu vois, l'été indien, mais moins pour l'hiver. Mais voilà, ça a pris plus de temps. Mais après ça, c'est le jeu, maintenant, je le sais. Ça a pris plus de temps en production. Mais 1er décembre, écoute, c'est l'anniv d'Alex en plus. C'était un bon clin d'œil. Donc maintenant, chaque année, j'ai les et 1 en an plus, de Mona Loi, 2 ans de Mona Loi. T'as le volcan qui s'est mis en éruption juste avant. Voilà, et en même temps, j'ai eu le volcan. C'était les planètes dingue cette semaine-là. Ouais, c'était dingue. Mais du coup, je l'ai fait il y a 1 an, presque 1 an et demi, hein, mine de rien. Ouais. Et donc ça, c'était la première collection. Et après, j'ai lancé tout au long de l'année 2023 plusieurs autres développements produits, des nouveautés. Et alors, tu as décidé de lancer directement en e-commerce. Est-ce que tu as pensé au retail ou pas? Alors, en toute honnêteté, mon business plan, en fait, je savais que ça allait être e-shop à fond, parce que j'avais une marge qui n'était pas du tout élevée. Et pour avoir travaillé sur les marges avant, je savais très bien qu'en fait, mon business plan n'était pas viable concrètement si je laissais beaucoup de marge à des retailers ou que mes quantités ne montaient pas à un moment donné, si tu veux. Ça, je le sais très bien. Et depuis le début de Mona Loi, je me suis toujours dit, créer une marque, ça prend du temps. Ça va prendre entre 3 et 5 ans. Il ne faut pas se leurrer. Enfin, voilà, ça, je l'avais quand même en tête. Il y a la création et après, il y a faire prospérer. Et en fait, donc, je savais que je voulais développer plutôt cette partie e-commerce et me mettre quand même dans des boutiques. Donc, j'ai été approchée par certaines boutiques, et moi, j'ai été voir les boutiques sur Bordeaux
parce que surtout quand t'es enceinte, honnêtement les C'est filles elles bien ont quand d'essayer même, quand même. souvent besoin de voir et d'essayer. Et donc ça je savais que voilà ça allait être important pour moi. J'ai fait aussi beaucoup de pop-up en présentiel, donc pour tu vois à Paris et Bordeaux, pour pouvoir montrer la marque et que les filles Maintenant, elles tu es essaient référencée également. à Paris et Bordeaux, dans plusieurs boutiques? Alors Paris c'était En pop-up. c'était en pop-up, c'était sur événement. En boutique, maintenant, je suis dans l'ouest. Donc, D'accord. j'ai Nantes, Bordeaux, Périgueux. J'avais sur le bassin, mais du coup, la boutique a fermé. Et j'ai sur la côte, dans ma maison de vacances à Soulac-sur-Mer. Ok. Donc, c'est pas très loin de Bordeaux. Et voilà. Et donc, il y a 4 boutiques à Bordeaux qui revendent Mona Loi. Mhm. Et donc voilà. Donc, en fait, je me suis dit... Ok, pour la marche, c'est peut-être compliqué d'être en boutique, mais c'est top pour la notoriété. Les filles aussi, elles ont besoin d'essayer. En fait, c'est que ça au début de ta marque, je trouve. C'est un peu essayer, tu vois, de diffuser ta marque. Et tu sais très bien que c'est pas là où tu vas gagner ta vie, en fait. Mais juste au début, tu dois diffuser. Et puis c'est que des boutiques que j'adore. Tu vois, c'est des gérantes de boutiques avec lesquelles je m'entends super bien, qui adhèrent à la marque aussi. Oui, c'est important. ça, qui ont les mêmes valeurs. Et en fait, je suis contente aussi de voir Mona Loi qui vit dans des boutiques, c'est trop génial, quoi. Et alors, donc c'est vraiment une fierté. Et donc là, l'étape prochaine, c'est plus de développer en effet mon réseau sur les boutiques et d'essayer de développer cette partie-là. Mais comme je suis toute seule sur Mona Loi, c'est un peu plus challengeant pour moi de trouver du temps. T'es toute seule sur Mona Loi, du coup? Ouais, je suis toute seule tout le temps. Et alors, oui, justement, la question un peu phare du podcast, mais c'est comment est-ce que tu fais pour gérer, du coup? Parce que là, on parle de Mona Loi, de tout le développement. Il ne faut pas oublier que, en fait, en même temps, presque tu lançais Mona Loi. J'étais une jeune maman. Tu devenais mère. Alors, comment est-ce qu'on fait pour concilier ça? Oui, en fait, du coup, vraiment, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les 4 premiers mois, je les ai passés à temps plein avec Tom, et tout au long de la première année, j'ai fait des journées assez light, si je puis dire, de crèche. Enfin, tu vois, j'en faisais que 9h30, 16h, et tous les vendredis, j'avais décidé de le passer avec lui. Donc ça, c'était toute la première année, c'était un développement de Mona Loi, mais je savais que je voulais aussi du temps avec Tom, puis il est tellement petit, quoi, la première année. Ouais. Voilà, t'as vraiment envie d'en profiter. Je savourais en fait, si tu veux. Je savourais aussi ce temps-là à Bordeaux où je bougeais plus. Enfin, puis tu crées ta marque, c'est génial, mais t'as aussi ton bébé, t'as envie de profiter de chaque instant avec lui. Et après, il a grandi. Donc cette année, je fais quand même des journées, je fais 9h, 17h, je vais le chercher à 17h. Et en fait, c'est juste une répartition différente. C'est que, en fait, de 6h du mat à 9h, t'es exclusivement avec lui. De 17h à 20h, t'es exclusivement avec lui. Et en fait, je retravaille le soir beaucoup. Ok. Donc, c'est fatigant pour moi. Mais par contre, lui, en tout cas, j'espère sincèrement qu'il ne le ressent pas. Et je pense pas qu'il le ressente parce que je fais tout pour qu'il le ressente pas, honnêtement. Et donc, voilà. Donc, je travaille beaucoup le soir ou pendant ses siestes le week-end, tu vois. Mais voilà. Et pendant la journée. Et est-ce que, par exemple, justement, on va dire que, ok, t'as eu cette idée pendant ta grossesse, mais est-ce que c'est, par exemple, Mona Loi, c'est quelque chose qui te rend d'autant plus fière maintenant que tu es mère? C'est-à-dire, tu te dis que tu es en train de créer quelque chose qui correspond à ce que tu voulais faire, à ta passion, qui apporte de la valeur? Exactement. En fait, c'est pour ça, tu vois, que j'avais envie de créer une marque qui me ressemble, parce que déjà, je pense que t'en parles beaucoup plus spontanément. Ouais. Et quand t'es toute seule derrière à tout gérer, il faut aussi... Enfin, moi, j'avais ce besoin de sincérité-là, tu vois, et de transparence. Et en fait... c'était pas créer une marque à tout prix, justement. C'était créer une marque dans laquelle j'allais m'épanouir. Et là, ça va plus loin que ça. Parce qu'en fait, donc là, ça fait 1 an et demi. Tu vois, sur Instagram, je crois qu'on va atteindre les 6000 abonnés. Alors, pour certains, c'est rien, tu vois. Mais moi, 6000, c'est déjà énorme. Mais je suis désolée, je connais pas 6000 hein. femmes dans la vraie vie. Bien sûr. Mais oui, enfin... Il faut ramener ça un peu tellement... au réel, des fois, parce que les chiffres virtuels... Ouais. Ben oui, hier je regardais la page Instagram et je me disais, mais c'est quand même dingue. Combien j'en connais des femmes dans la vraie vie, ouais. Tu vois? Et je me disais, 5000, donc là, je sais pas, 5005 ou 5700. Là, c'est fou, c'est fou, toutes ces filles qui restent là et qui regardent l'aventure Mona Loi. Et tu vois, ça c'est une fierté de dingue. Et juste d'avoir déjà construit ça, j'en suis trop contente, tu vois. Je suis trop contente que... Puis, j'ai eu plein d'annonces de grossesse, j'ai eu plein de filles qui m'écrivent des messages pour me dire qu'elles sont trop contentes dans les vêtements. J'en ai plein qui me disent, j'ai peut-être pas les moyens aujourd'hui, mais félicitations pour ton projet. Enfin,
tu vois, je trouve aussi le fait d'avoir créé une marque qui est quand même conviviale, qui est joyeuse aussi, tu vois. Il y a une approche positive avec Mauna Loa. Du coup, t'as un peu que des bonnes ondes, tu vois, et du coup, les gens... moi, je suis tombée sur ta marque grâce à un Reels que t'as fait. Je pense que c'est celui qui a le plus de vues, qui raconte ton histoire, justement. Et je me suis tout à fait reconnue, en fait, dans ton histoire. Et ce Reels, il a dû t'apporter, d'ailleurs, beaucoup de visibilité et de nouvelles clients. Et je l'ai mis sur TikTok aussi. Ouais, tout à fait. Il a bien marché aussi en sur fait, TikTok. tu vois, c'est un bon exemple de ce que de ma volonté de faire, en fait, avec Mauna Loa. C'est que quand tu me connais dans la vraie vie, tu sais que cette vidéo-là, c'est exactement moi, en fait. La façon dont je parle, dont j'aborde le sujet, je mets un peu carte sur table et c'est exactement ça. Et le fait de dire, voilà, en fait, j'ai 31 ans, moi j'ai fait ça avant et aujourd'hui je suis là et juste, tu vois, j'ai envie qu'on crée quelque chose ensemble, donc allons-y, quoi. C'est ultra sincère, tu vois. Enfin, genre, je peux pas être plus franche sur ma volonté de faire. Et donc, cette vidéo, je pense, c'est pour ça aussi qu'elle a plu. C'est aussi parce que t'as une histoire derrière, ça fait plaisir aussi de voir qui crée une marque, c'est une marque humaine, tu vois, c'est une petite échelle, donc on te voit essayer les fringues pendant ta grossesse qui te vont pas et c'est là que tu dis effectivement que tu veux créer quelque chose qui soit plus durable et alors t'as sorti Mauna Loa fin 2022. J'ai vu qu'hier tu as sorti une nouvelle collection. Oui, hier j'ai lancé une collection. C'est le signe si on s'appelle aujourd'hui. Hier j'ai vu le lancement de la dernière collection. C'est quoi les prochaines étapes du coup pour toi déjà c'était une belle étape hier parce que j'ai franchement donc c'était des mois de travail. Oui, c'était des mois de travail, des mois pas évidents parce que le cours des matières est en train de s'envoler, les prix aussi. Donc c'est des choses sur lesquelles je communique typiquement sur mes réseaux en story et tout parce que je trouve que c'est important aussi de le notifier. J'ai aussi des modèles que j'ai pas pu sortir parce que justement mes prix ont doublé quoi presque et du coup je dis pas possible, j'ai pas envie de sortir quelque chose à 300 € donc non. Et voilà, et donc là le fait de sortir ces 3 modèles là, en fait c'est rien mais c'est beaucoup parce que c'est 3 modèles que j'ai développés depuis plusieurs mois et qui correspondent je pense aux attentes aussi des filles qui me suivent. Et du coup c'était un très bon lancement hier soir avec beaucoup de nouvelles clientes en fait et qui participent un peu à l'aventure Mauna Loa et donc je suis trop contente. D'ailleurs, les nouvelles clientes, elles sont majoritairement enceintes ou... j'ai un peu des deux. Je pense qu'en effet, en nouvel entrant qui fait un premier achat, c'est beaucoup de la grossesse. Mais par exemple, sur événements, j'ai vraiment, quand je fais des pop-up, ou tu vois, j'ai vraiment les deux. J'ai vraiment... J'ai même des femmes plus âgées, tu vois, qui adorent les surchemises. J'ai beau leur expliquer le concept, mais ça... non, mais en fait, c'est juste compatible. Non, c'est une belle pièce. Oui. Et puis, c'est top. Ça veut dire que le concept, il marche, quoi. Il est compris, tu vois, des femmes. Pour toutes les générations de femmes, finalement. Pour toutes les générations, ouais, tout à fait. Les surchemises, elles vont trop bien à ma mère, ma belle-mère, mes belles grand-mères, voilà, donc... Et donc les prochaines étapes, écoute, c'est des développements pour l'été, donc des nouveaux produits j'espère. Je suis en négociation sur les prix du coup, parce que voilà, c'est ce que je viens de te dire. Et puis ce fameux produit dont je te parlais, avant la fin de l'année j'espère. Et embaucher, c'est quelque chose aussi qui ferait partie des prochaines étapes ou parce que pour déléguer un peu? Oui, en fait, oui et non. En gros, avec Mauna Loa, je me rémunère pas. Du tout. Ah, d'accord. Donc, pour l'instant, en tout cas, parce que... Mais je le savais très bien. Enfin, je savais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que voilà, je l'avais mis, tu vois, j'avais mis à 3-4 ans en rémunération. D'accord. Donc, je savais que ça allait se passer comme ça. Tu es encore avec l'aide de... Non, je suis pas encore avec l'aide, mais moi, j'ai une partie freelance à côté. Où je fais des interventions en école et je fais du conseil en marketing, en stratégie digitale, etc. Donc j'ai un peu mon activité en fait à côté qui est enfin c'est trop bien parce que c'est hyper flexible avec Mauna Loa et puis voilà, ça me permet d'avoir du coup flexible et complémentaire du coup. Exactement, c'est hyper complémentaire et je me retrouve aussi beaucoup parce que typiquement j'ai un contact en fait avec des élèves, des gens, des collègues et tout que j'ai pas avec Mauna Loa parce que je suis toute seule donc voilà, j'adore aussi cette partie complémentaire. Et donc embaucher, du coup forcément c'est un peu plus challengeant sur cette partie-là. C'est pas la priorité. Mais ça pourrait, non mais parce que j'entends tout à fait que tu vois quand t'as quelqu'un à tes côtés, tu peux aussi avancer sur plein d'autres thématiques, notamment quand quelqu'un sur la communication, tu vois, ça pourrait m'aider parce que les réseaux ça me prend
du temps, mais en même temps, j'aime faire ça. Donc voilà, c'est pas du tout une porte fermée. Je commence à y réfléchir en ce moment, pourquoi pas en stage alternance déjà, voilà. Ouais, pour commencer. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à nos auditeurs, auditrices qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat suite à la naissance de leur enfant ou quelques années après Après, tout dépend des secteurs, tu vois. Mais moi, je dirais qu'il faut faire preuve de patience, de résilience, que tout le monde nous dit qu'il y a des hauts et des bas, mais en fait, souvent, même dans les podcasts et tout, on entend beaucoup parler des success stories et moins des bad stories, tu vois. Et que du coup, il faut aussi être conscient que des bas, il va y en avoir. C'est comme dans la parentalité, il y a des jours où notre mood, il va être moins bon, tu vois. Il y a des jours où on va être KO, il y a des jours... Mais en fait, c'est juste de la résilience sur du long terme et tenir le cap. Si vous croyez en votre truc, vous allez y arriver. Mais bien sûr, si tu as bien analysé le marché, etc. Mais bon, si ton concept il est cool et que tu y crois, il y a pas de problème. Mais il faut vraiment s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut pas croire que c'est facile. Parce que ça l'est pas. Mais par contre, c'est une aventure géniale et c'est la meilleure école qui soit. Franchement, on apprend tellement. C'est une belle... c'est un bon conseil pour les personnes qui nous écoutent et puis c'est une belle façon aussi de conclure notre entretien. Merci en tout cas pour ton partage, Pauline. Merci Estelle. Merci pour ton partage sur Biz & Bibs et puis longue vie à Mauna Loa. Ah, écoute, j'espère. C'est tout mal que plein de bonnes choses pour la suite. Merci Estelle, toi aussi. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Biz & Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou à vous abonner à l'émission dans votre appli de podcast préféré pour être tenu informé des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn Biz & Bibs le podcast pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.